Donc, elle doit l'aimer. L'amour inconditionnel, je dirais que d'abord, il commence par l'amour de soi. Il reste dans un pan de ta conscience, dans ton inconscient. Et être un artiste. Parce que l'âme est artiste. Je pense que l'âme est artiste parce que nous sommes en fait avant tout des êtres créateurs. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de Mes Lectures Positives. Dans ce nouvel épisode, j'ai le grand plaisir de recevoir Pamela Nguessan pour parler de son livre La mort a disparu, un roman initiatique qui se dévore du début à la fin. Dans ce roman, Pamela nous parle de son parcours personnel, ses épreuves, ses apprentissages et tout son parcours qu'elle a vécu jusqu'ici. Alors bougez pas, vous allez découvrir ça tout de suite. Pamela, est-ce que tu pourrais te présenter pour celles et ceux qui ne te connaissent peut-être pas encore, s'il te plaît? Alors, bonjour Clément, bonjour les auditeurs, je suis Pamela, j'ai 44 ans, je suis marseillaise. J'ai été infirmière pendant plus de 15 ans et j'ai décidé de me reconvertir car je trouvais que je ne trouvais plus de sens à ce métier-là. J'avais déjà testé l'hypnose médicale pour moi-même et cette pratique m'a beaucoup attirée. Donc, j'ai été formée en hypnose médicale au début en tant qu'infirmière, en hypnosomatique et en hypnoanalgésie pour la gestion de la douleur. Et je rencontrais des blocages dans ma vie, donc j'ai décidé de tester une séance d'hypnose spirituelle. J'ai trouvé une praticienne très compétente et la séance m'a tellement marquée, j'ai tellement aimé cette pratique, je lui ai demandé par qui tu as été formée. Elle m'a donné le nom de sa formatrice et j'ai été la chercher en France et j'ai été me former donc en hypnose spirituelle régressive, donc par Christelle Samin. Donc c'est une méthode issue des pratiques de Michael Newton et Dolores Cannon. Finalement, ma pratique s'est orientée exclusivement vers l'hypnose spirituelle. J'ai délaissé l'hypnose ericksonienne classique. Donc voilà, en fonction de mon évolution personnelle, j'ai préféré me tourner exclusivement vers l'hypnose spirituelle. D'accord. Très bien. Bah écoute, à ce moment-là, moi, ce que je pourrais faire, c'est mettre le lien, si tu as un lien pour ceux qui souhaiteraient se renseigner pour les formations avec cette formatrice-là. Je pourrais le Oui, mettre à ce moment-là dans la description de l'épisode. bien sûr, par contre, elle a émigré au Japon, donc je ne sais pas comment elle va faire ses formations maintenant. Bah, les gens intéressés pourront toujours prendre les informations et puis voir sur le moment, je pense, en directement avec Oui, elle. ils verront avec elle. Si, peut-être elle fera des formations en visio. Exactement. Super. Bah, c'est un beau projet, dis donc. Enfin, c'est un beau parcours de vie, infirmière pendant plus de 15 ans. Mais qu'est-ce qui t'a fait arrêter ce métier-là? Manque de sens. Une impression d'être une exécutante, un travail à la tâche, beaucoup d'administratifs, pas assez de présence auprès des patients, pression de plus en plus constante, une charge de travail monumentale, parfois travailler pour deux. Et en fait, vraiment un manque de sens parce que, en fait, l'impression d'être un robot, on a tellement de travail, on n'a plus le temps d'avoir de relations humaines avec le patient, en fait. On rentre, on pose la perfusion, vite, on note sur la tablette. Et vraiment un manque de sens, et ouais, J'allais y venir, ouais, c'est un manque d'humanité dans ce métier qui se fait ressentir de plus en plus. ouais. D'accord. Ok, ok. Euh, moi, il y a une première question qui me vient comme ça avant de commencer celle que j'ai sélectionnée dans le livre. C'est comment ce livre t'est apparu? Alors, quand j'avais 14 ans, j'étais très, très, très malade, très gravement malade. J'étais à l'hôpital. Et un jour, j'ai dit comme ça à mon voisin de chambre, un jour, j'écrirai mon histoire. Et j'écrivais déjà, tu sais, en fait, les jeunes filles, elles écrivent souvent dans leur carnet intime et tout ça. Et donc, cette idée, elle a disparu, la vie est passée, les épreuves sont arrivées et tout. Et là, il y a 3 ans, j'ai un ami qui m'a proposé des ateliers d'écriture, de tester des ateliers d'écriture. J'ai redécouvert l'envie d'écrire et il a proposé un sujet, écrire en 20 minutes sur un sujet, la mort a disparu, mais de le traiter selon son choix. Certains l'ont traité au niveau du point de vue écologique, du point de vue politique,
du point de vue humoristique. Moi, je suis de suite rentrée dans le point de vue métaphysique. Donc, j'ai fait un petit texte, c'était même pas une page. Et ce sujet m'a tellement plu, d'une idée un peu folle. Je ne suis pas écrivaine du tout. J'avais pris quelques ateliers d'écriture, c'est tout. J'ai dit, je veux faire un livre. Et de là, mes idées, j'avais le sujet du livre, La mort a disparu, mais aucune idée. Je ne savais pas. D'accord. Je savais que je voulais que, bon, il y allait avoir un philosophe, un truc, mais j'avais aucune histoire. J'ai commencé à écrire quelques scènes, mais qui n'étaient pas du tout reliées entre elles. Et après, au bout d'un certain temps, l'histoire s'est déroulée d'elle-même. La main a écrit, en fait. J'ai laissé mon inspiration, ma main écrire. Je me suis rendu compte que bon, c'était mon histoire. Et je découvre encore des surprises dans mon livre. Ce que j'ai voulu mettre, je dis, ah ouais, mais ça, c'est trop fort. Et en fait, je pense que ce livre aussi, il est né de plusieurs inspirations. Tout ce que j'ai vécu, de tout ce que j'ai lu aussi, quand je mets des petites touches personnelles, de ma fantaisie personnelle aussi. Ce livre, j'ai découvert plus tard qu'il y avait une partie qui s'est passée et une partie prédictive. D'accord. Ok. Ouais. Tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? Donc en fait, quand j'ai fini le livre, je pense que c'est jusqu'au chapitre 13, ça faisait partie du passé. Et quand j'ai fini le livre, les choses du chapitre 13 à l'épilogue se sont déroulées. Et j'en avais pas conscience. Et j'ai dit, ah mais c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Évidemment, c'est tout en métaphore, mais ça s'est déroulé. Si tu vois à la fin du livre, il y a le héros qui dit, qui est alerté par sa montre connectée, votre Mhm. livre vient d'être publié. Donc en fait, je découvre à chaque fois des choses que mon inconscient a voulu me faire passer, des indices, des voilà. C'est vraiment, c'est très surprenant pour moi-même. Donc ce livre, je pense, je vais mettre encore du temps à le découvrir, redécouvrir pour moi. Et alors le lecteur, c'est à lui de faire son interprétation, mais même pour moi, c'est une révélation en fait. Oui, bah, c'est comme je te disais tout à l'heure en off, c'est le genre de livre, pour ma part, où il y a énormément d'enseignements dedans, énormément de leçons très, très profondes, notamment bah, dans le chapitre 13 qui est très très dense, hein, comme on le disait. Et encore une fois, c'est un livre où tu peux pas le lire d'une traite. Ce livre-là, il faut le prendre, lire quelques pages, prendre la leçon, imprégner l'information, le poser, s'endormir là-dessus, et puis laisser infuser les informations, en fait. Parce que si tu en lis deux, trois, quatre, tu peux en lire deux, tu vas pouvoir à peu près assimiler, mais la troisième, tu vas plus rien comprendre. Tu fais, bon, là, je reprendrai le livre plus tard et on va pouvoir se poser, quoi. Même pour moi, ce chapitre 13, c'est pas parce que j'ai mis des informations que je les mettais en place, que je les comprenais dans la vie de tous les jours. Je m'en suis rendu compte. Après, ces informations, au fur et à mesure, comme je t'ai dit, là, il y a du temps qui a passé depuis que j'ai écrit le livre. Je les mets en pratique, mais parfois, il y avait certaines informations, tu as beau les comprendre si tu veux mentalement, est-ce que tu les appliques au quotidien? Même moi, c'est des leçons encore que je dois appliquer, que je dois m'efforcer d'appliquer. La compréhension mentale ne suffit pas. Et en fait, je n'ai aucune prétention de donner des leçons. En fait, c'est juste ma compréhension à mon niveau de conscience actuelle. Mais même moi, en fait, je dois reprendre le livre, je pense, de temps en temps au niveau pratique, pragmatique, en fait d'appliquer les leçons de ce livre. Ces leçons, en fait, sont des leçons, je pense, donc ce sont des leçons personnelles, c'est ce que j'ai compris, mais qui sont, comment dire, universelles, en fait. Donc, toute ma vie, je pourrais appliquer ces leçons et comprendre un autre niveau de la leçon, je pense. Aller un peu plus loin. C'est bon, je vois, ouais, tu, plus tu lis, plus tu évolues, Oui, plus tu comprends, oui, c'est plus ça. tu vas loin. Très bien. Euh, il y a très vite une question qui me vient à l'esprit en début de lecture, c'est la vie sans la mort vaut-elle la peine d'être vécue selon toi? Alors là, tu as bien compris que en fait, mon gros questionnement dans ce livre que j'ai depuis l'âge de 10 ans, c'était quel est le sens de la vie? Parce que je ne trouvais pas de sens de la vie.
Donc, la vie sans la mort, est-ce qu'elle elle a un sens? Maintenant, maintenant, à mon niveau de conscience, je dirais oui. Pourquoi? Parce que j'ai trouvé mon sens qui est propre à moi. Donc, en fait, chaque personne doit trouver le sens de sa vie. C'est ce que j'enseigne dans le livre. Moi, je ne vais pas te dire, la vie, elle vaut la peine d'être vécue pour telle et telle raison. C'est toi qui dois trouver ton sens. Et là, moi, j'ai trouvé le sens de la vie. C'est en fait mon sens à moi, c'est de pouvoir réaliser ses rêves. Ok, ok. Donc réaliser tes rêves, avoir des projets et pas se reposer toute sa vie, pouvoir progresser et évoluer en fait. Oui. Après, ce que je dirais, c'est que la vie terrestre, elle a un sens, toujours par rapport à mon niveau de compréhension, c'est l'évolution de l'âme. Donc, en fait, l'âme s'est incarnée sur Terre pour évoluer, pour apprendre des leçons. Évidemment, on s'est incarné avec ce voile de l'oubli qu'on était avant tout une âme. Mais le but, je pense, pour l'âme, c'est de se souvenir qu'elle est une âme et qu'elle a des leçons spirituelles, qu'elle a des dons spirituels dans cette vie terrestre, dans cette vie matérielle, en fait. Donc, pour moi, le sens, évidemment, il y a un sens de s'incarner. C'est pour évoluer spirituellement en tant qu'âme. D'accord, ok, très bien. Très très bien. Il y a Jin-Un, le personnage principal de ton ouvrage, qui se pose des questions très philosophiques, justement, du type que je viens de te poser avant. Mais surtout, il se rend compte de quelque chose. Aucun décès connu dans son entourage en 30 ans, alors que lui-même a 150 ans déjà. Alors, quid de l'âme qui continue-t-elle à évoluer? Alors, en fait, ce livre n'est pas à prendre au sens premier du terme. J'ai mis un contexte pour expliquer que la mort avait disparu pour lui, mais pas pour ses proches, en fait. Tout est à comprendre. En fait, lui, en fait, il est fatigué de vivre. Le contexte où les gens autour de lui ne meurent pas et tout, c'est un contexte secondaire, c'est pour poser l'histoire. En fait, l'histoire principale, c'est l'histoire de Ji-un qui en cherchant la mort, puisqu'il est las de vivre, va découvrir la vie et ses vérités spirituelles. Après, tout le contexte, il y a beaucoup de contexte parce il faut créer une scène, un lieu, un contexte, un environnement et tout. Donc, tout le contexte où les gens ne meurent plus autour de lui, où tu as des données, si tu veux, des données statistiques et tout, ça, c'est, si tu veux, pour poser l'histoire. Mais l'histoire principale, en fait, et la morale de l'histoire, c'est vraiment l'histoire de Ji-un qui va s'éveiller à la vie. Ouais. Justement, on comprend à la suite du livre que Jin-Un, il ne ressent rien, ni tristesse, ni joie, ni peur ou colère. Alors moi, je vois la scène de l'apprentissage du vélo est marquante, à mon sens. Moi, ce que j'ai compris en tout cas, c'est à ce moment-là que tout nous est révélé. Il s'est coupé de ses propres émotions pour pas décevoir papa, quoi. Oui, en fait, il savait pas. Comme beaucoup de monde dans la société, bon, maintenant, la gestion émotionnelle, elle est de plus en plus abordée, mais à notre époque, je pense, les émotions, déjà, on les apprenait pas, ni à l'école, ni en famille. Et après, selon le contexte familial, les émotions, ça n'existait pas. Donc oui, moi j'ai eu un père qui n'a pas appris, parce que c'était comme ça dans sa famille, à avoir des émotions et une famille qui n'a pas appris à les nommer. Donc les émotions, c'était, comme je le dis, une terre étrangère. Et pour beaucoup d'entre nous, je pense des adultes de notre âge, les émotions, c'est compliqué. Maintenant, c'est de plus en plus vulgarisé, on va dire. Les émotions, la gestion émotionnelle, tout ça. Mais à l'époque, une émotion, c'était quoi? Je ne savais pas. Ouais, tu penses que là, les futures générations vont pouvoir contrôler beaucoup mieux leurs émotions de par l'éducation qu'on leur donne ou on leur laisse plus la parole par rapport à avant? Oui, on essaye de plus en plus les comprendre. Après, moi, je sais, par exemple, j'ai un enfant autour de moi. Bon, on lui a appris à nommer ses émotions. Ah, tu as la colère, ça, c'est où dans ton corps? Comment ça se manifeste? Qu'est-ce que tu peux faire
pour la libérer. Je pense que déjà, pour la gestion émotionnelle, déjà, il faut reconnaître ce qu'on ressent en fait et reconnaître les émotions. Et je pense qu'on en parle de plus en plus. Donc oui, les générations futures, je l'espère en tout cas, sera plus en contact avec ses propres émotions. Après, je pense aussi que ça dépend beaucoup de l'éducation des parents, de la sensibilité des parents à comprendre leur enfant et à lui expliquer. Il y a aussi le fait de dire, j'ai pas envie de répéter l'éducation que j'ai eue, pas rentrer dans un schéma répétitif. Je préfère écouter beaucoup plus mon enfant, lui laisser la parole, Tout à fait. comprendre ce qu'il ressent plutôt bon, moi, j'ai eu la chance, ça n'a pas été mon cas dans la famille, mais euh, de dire non, non, bon, écoute, t'es un mec, tu pleures pas, quoi. Enfin, c'est ce qu'on pouvait Exactement. entendre avant, quoi, assez facilement. Alors que maintenant, c'est lâche tes émotions, dis-moi ce qui t'arrive, t'inquiète Oui. pas, ça va pas changer le regard qu'on a sur toi de te voir pleurer, quoi. Après, je pense aussi il y a une dimension culturelle. Moi, mon papa est africain et les émotions, ça n'existait pas là-bas, hein. Même certaines maladies n'existent pas là-bas. Tout ce qui est maladie mentale, ça n'existe pas. Enfin, voilà, là-bas, il y a plus une préoccupation de survie. Disons, il y a à l'époque plus une préoccupation de survie. Tu manges, tu te débrouilles, que plutôt, ah, oh, je suis triste, ah, ça m'a fait de la peine. Donc, c'est pas de sa faute, il a été élevé comme ça. Mais mon père, par rapport à certaines maladies, on va dire occidentales, qui étaient fréquentes, il me disait, mais non, mais ça n'existe pas. C'est pas possible. Après, c'est une question, voilà, d'éducation, de culture, Oui, voilà. il y a un contexte général qui est autour, qui est très très fort aussi. Ouais, Ok. Alors là, on arrive justement au chapitre au 13. Je passe volontairement beaucoup de chapitres pour pas spoiler une première fois, mais Jin Un, il part à la rencontre de ce maître spirituel qu'il attendait. Cette nouvelle le désoriente un peu. On en parlait tous les deux quand j'ai reçu ton livre. Tu m'as dit que c'était une métaphore de ta vie, comme tu disais tout à l'heure, retranscrite dans ces pages. Alors, il va lui apprendre plein de choses. Et l'une d'entre elles qui m'a interpellé est la façon dont il voit les choses qui l'entourent. Il a besoin de revoir avec des yeux d'enfant. J'aimerais que tu partages ici le message que tu as voulu faire passer, s'il te plaît. avoir un regard d'enfant, je pense que c'est être connecté à son âme. Parce un enfant est pur à la base. Après, il va adopter des comportements, des masques pour survivre et pour être accepté et pour être aimé. Mais un enfant, tout est beau pour lui. Il va cueillir une marguerite, c'est magnifique pour lui. Il va l'offrir à sa maman, c'est le plus beau cadeau qu'il lui offre. Il va avoir une coccinelle, mais c'est un pur joyau pour lui. Avoir le regard d'un enfant, c'est toujours être émerveillé par la vie, en fait. Je crois que c'est ça. Et c'est vraiment ouvrir ses yeux. Parce que moi, remarqué, je passais pendant 30 ans dans la même rue. Et un jour, j'ai remarqué les détails d'un immeuble. Nous, en tant qu'adultes, on remarque même plus les détails dans la rue, les faïences sur une façade, les colonnes d'un immeuble, l'origine et l'histoire d'un immeuble. On a plus ce regard et cet émerveillement, cette découverte en fait. Et cette innocence, voilà, cet émerveillement en fait. Ouais, trouver effectivement l'ordinaire extraordinaire, c'est magique en fait. Tout à fait. Et donc là, j'essaye d'ouvrir mes œillères et de voir ce que je ne voyais pas avant. Et je découvre plein de choses, par exemple, dans ma ville. Je passe dans la même rue depuis 30 ans et je découvre, je sais pas moi, une faïence ou un vitrail que j'avais pas vu. Je dis, mais c'est pas possible. Il a toujours été là. Ouais, mais tu robotisé du quotidien, tu faisais plus attention à ce détail, quoi. Oui, et je crois que c'est en tant qu'adulte, on ne fait plus attention à la beauté de la vie, la beauté du quotidien. Et le fait de redécouvrir ce vitrail, enfin, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais quelle sensation tu as eue à ce moment-là, de revoir avec les yeux d'enfant, justement? Mais déjà, de la surprise de me rendre compte que je ne regardais pas en fait, que je ne voyais pas. L'émotion, l'émotion.
Maintenant, tout ce que je vois qui me touche m'émerveille et me procure des émotions de bonté, des émotions. En fait, je me suis reconnectée à l'art. Pour moi, c'est une dose d'amour, en fait. Quand tu as une œuvre d'art, une peinture qui te parle, qui te touche, c'est comme si tu recevais une dose d'amour. Et tout ce que je vois maintenant qui m'émerveille, c'est une dose d'amour que je reçois. C'est merveilleux. Ça, en fait, c'est magique en fait parce que c'était là pendant des années et des années. Et juste le fait de poser les yeux dessus consciemment, ça t'envoie de l'amour, c'est le plus beau des cadeaux. C'est ça, ça me nourrit. Je trouve que voilà, c'est une nourriture en fait. Ça me nourrit plus que si c'était une personne à la limite. Et D'accord. oui, oui, c'est ça. C'est magique. Ouais, c'est la magie. Mm. Il y a une autre leçon apprise par Maître Wake, ce fameux maître spirituel, et c'est la véritable richesse de l'épanouissement de l'esprit, la paix intérieure et la connexion de l'âme. Est-ce que tu peux nous dire quel était ton ressenti en écrivant cette partie? Paix intérieure. Après, ça, c'est mon ressenti personnel. La paix intérieure, c'est déjà faire la paix avec son histoire, faire la paix avec son passé, faire la paix avec toutes ses blessures. Donc, en premier lieu, c'est de prendre conscience de ses blessures et de ses masques et pourquoi on agit comme ça. Accepter son histoire, son passé. Donc moi, c'est une histoire assez douloureuse. Accepter les émotions aussi qui sont reliées à faire la paix avec son passé, ses douleurs, c'est ça. Et avoir la véritable sérénité de l'esprit. D'accord. Ac- accepter le fait que ce soit passé comme ça, c'est pour une bonne raison. Et se dire que ça tombe bien, c'est en lien avec ma prochaine question. Se dire que bah, c'est là, c'est pour m'apprendre quelque chose dont j'avais besoin pour avancer en fait. Oui, tout à fait, tout à fait. De toute façon, l'acceptation, c'est ça. Toutes les leçons, eh ben, elles sont bonnes à prendre pour évoluer. Qu'est-ce que ça m'apprend? Qu'est-ce que cette situation m'a apprise? Et c'est aussi comprendre, parce qu'on a des blessures, on a des leçons dans la vie, mais parfois on se sent mal, on est mal, mais on n'est pas conscient que ce mal-être est lié à telle ou telle blessure ou telle épreuve. Donc, en fait, c'est toute une prise de conscience de, ah oui, là, j'ai ressenti ce mal-être, mais parce que, Hmm. en fait, oui, il s'est passé ça, j'ai telle blessure d'âme, je sais pas, la blessure d'abandon, la blessure d'injustice, tout ça. Ah, je comprends mieux. Et comment ça se répercute dans ma vie et comment ça se répète dans ma vie et dans mes relations, en fait. C'est de faire tout ce travail-là d'introspection, de reconnaissance des blessures, de ses blessures, de son comportement, de ses masques, de ses peurs, et de voir comment ça se répercute dans ta vie quotidienne, dans tes relations, de les accepter. Et après, en faisant ce travail donc de prise de conscience, tu peux modifier ton comportement car tu auras guéri, apaisé ces blessures, en fait. Et c'est comme ça que la sérénité vient, et la paix de l'esprit, la paix de l'âme. Parce que j'avais une agitation intérieure et j'étais pas capable de mettre une raison sur cette agitation intérieure. Et en faisant cette introspection, cette guérison très, très profonde, j'ai atteint la paix de l'âme et la sérénité de l'âme. Et pour te dire, Pamela, en langage d'oiseau, j'ai découvert, c'est paix, âme est là. La paix de l'âme est là. Et je pense que c'était ma mission de vie. En fait, j'ai pas eu le choix. Je devais, enfin, je pense, c'est ma vision personnelle, je devais passer par toutes ces épreuves qui ont été très, très douloureuses. Et ma mission, c'était d'atteindre la paix de l'âme. Donc, de guérir mon passé. C'est ça, tu vois, c'est ce que je te disais sur la prochaine question. Tu as fait passer un message à travers ces lectures, c'est les épreuves qui peuvent paraître abyssales, voire même insurmontables, sont la plupart du temps là pour t'enseigner quelque chose, tu vois. Ah oui, oui, oui. Oui, carrément. Eh ben là, quand je vois mon histoire et tout, carrément, et on peut en ressortir plus fort.
Mais je pense que j'avais déjà cette compréhension très très jeune en fait. Quand tu as 10 ans, tu te poses des questions métaphysiques sur la vie et la mort, parce que moi, ça m'a pris à 10 ans, et personne ne pouvait comprendre. Mais pourquoi à 10 ans, tu vas jouer avec tes copines en fait? Tu te poses pas la question, quel est le sens de la vie? Moi, j'avais ce questionnement-là dès l'âge de 10 ans et ce mal-être-là depuis l'âge de 10 ans. Et là, je me rends compte que maintenant, là, j'atteins la paix. J'ai une petite sagesse qui demande qu'à évoluer. Je me rends compte que toutes ces épreuves, si douloureuses qu'elles soient, m'ont formé, m'ont forgé, m'ont appris beaucoup de leçons et que je suis une survivante. C'est le cas de le dire. La mort a disparu, je suis une survivante et dans mon histoire, c'est très prégnant. Mais on peut le faire, on peut le faire. Les, les leçons que ça t'apprend, parce que c'est encore une fois la prochaine question, moi je considère, enfin, dans mon idée à moi, on est venu s'incarner sur Terre pour apprendre ce qui est vraiment, véritablement l'amour, tu vois. Euh, et justement, tu nous parles de l'amour inconditionnel en le comparant au meilleur ami de l'homme, notre toutou adoré. Est-ce que j'aimerais que tu nous donnes ta vision à toi de cet amour inconditionnel? L'amour inconditionnel. Alors déjà, je pense, enfin moi dans mon histoire et dans beaucoup d'histoires, pour certaines personnes, l'amour des parents est conditionnel. Donc moi, c'est ça qui m'a marqué beaucoup. Je pense que c'était pas fait méchamment, mais j'ai eu l'impression qu'en fait, pour avoir l'amour de mes parents, et beaucoup d'enfants le ressentent, ils doivent prouver quelque chose. Donc l'amour est conditionné. Ils doivent être le meilleur à l'école, le plus fort, la plus forte. Ils doivent, enfin voilà. Et en fait, un enfant doit être aimé sans condition, qu'il ait 2 sur 20, 10 sur 20. Mais les parents, bon, après c'est pour le bien-être de l'enfant, mais parfois c'est dans un but plus narcissique. Ah oui, moi mon enfant, voilà, il réussit. Certains enfants, même certains adultes, ont fait des métiers, c'est pas mon cas, mais certains adultes ont fait des métiers juste pour plaire à leurs parents. Donc déjà, l'amour inconditionnel, je pense, commence par l'amour d'un parent qui est inconditionnel pour son enfant. Et comme cela, son enfant se sent aimé, quoi qu'il fasse. Même si un enfant fait une erreur dans sa vie, je vais te dire, même s'il va en prison, sa mère doit l'aimer. Elle doit pas, elle doit pas accepter, enfin, elle doit pas cautionner son erreur, mais c'est son enfant. Et en fait, son enfant, c'est une âme, donc elle doit l'aimer. L'amour inconditionnel, je dirais que d'abord, il commence par l'amour de soi. S'aimer malgré tout, avec ses blessures, ses failles, ses défauts, ses qualités, ses comportements dysfonctionnels, son histoire qui peut être douloureuse ou pas. Et plus tu t'aimes, plus tu peux aimer les autres. L'amour inconditionnel, c'est aimer les autres, évidemment, avoir de la compassion pour eux, mais c'est pas tout accepter de la part des autres. C'est pouvoir mettre des limites et se respecter aussi. Parce que si tu te respectes pas, tu te laisses marcher sur les pieds, tu laisses les autres te maltraiter, tu ne t'aimes pas. Et en tant que, je pense que nous sommes une parcelle divine, tu ne peux pas gâcher cette divinité en toi en te laissant marcher sur les autres, marcher par les autres. Donc c'est l'amour de soi, l'amour inconditionnel, c'est l'amour de soi, l'amour des autres, c'est l'amour de la vie, l'âme, quelle qu'elle soit, avec ses épreuves et ses bons moments, c'est l'amour de la terre, l'amour de la faune et de la flore. Et c'est vraiment, et c'est la gratitude, la reconnaissance pour tout ce que cette expérience terrestre nous apporte. Amen. Super. C'est très bien, c'est très beau, oui. C'est vraiment aimer tout ce qui t'entoure, mais t'aimer toi en priorité, Tout à fait, de sorte à ce que tu puisses rayonner encore plus haut, plus grand, plus beau, plus fort, quoi. c'est ça. Euh, il y a une question très pertinente de poser par Jin Un, c'est comment savoir si nous sommes sur la bonne voie? Je pense que déjà, il faut pouvoir se reconnecter à son âme. Et ça, c'est le plus dur. En tant qu'être humain, je pense que donc c'est une prise de conscience et une sagesse personnelle à acquérir. Et pour moi, dans mon cas,
Je pense que ça a été de trouver un alignement dans ma profession, dans ma carrière. De toute façon, je pense que si on n'est pas aligné, la vie nous le dira. Elle nous enverra des épreuves, elle nous le dira. Et quand ta vie commence à devenir fluide, c'est là que tu es aligné avec ton âme. Comment savoir si on est sur la bonne voie? Je pense qu'il faut se reconnecter à son âme d'enfant. Parce que les passions que tu avais enfant, c'est là que tu es sur la bonne voie. Et moi, je me suis reconnectée à mon âme d'enfance. Quand j'étais enfant et plutôt adolescente, j'ai dit, j'écrirai un livre. Et là, j'ai écrit ce livre. Et là, je vois que je suis sur la bonne voie, que la vie m'envoie des synchronicités, la vie m'ouvre des portes, qu'avant, quand j'avais pas matérialisé vraiment cette passion et ce don, j'avais beaucoup de blocages. Alors là, je ne dis pas que tout est ouvert, que je vais tout réussir, mais je vois, je pense au plus profond de moi que c'est ce que je devais faire. Je pense aussi c'est de se reconnecter avec ces dons de l'enfance. Quand on est enfant, on a des facilités particulières dans un domaine. C'est pas qu'on est excellent dans un domaine, mais je pense que bon, ça aussi c'est le problème des parents. Les parents vont favoriser plus souvent les domaines intellectuels, moins les domaines créatifs. Alors que je pense qu'on a tous un don qui nous est propre. On est sur cette terre pour apporter quelque chose, une valeur personnelle. Et je pense qu'en tant qu'enfant, chaque enfant a un don. Le problème, c'est de le laisser s'exprimer à travers lui, de l'encourager et de le favoriser. Et c'est comme ça que tu peux être sur la bonne voie, te reconnecter à ton don personnel. Et c'est différent pour chaque enfant, en fait. C'est ma vision des choses. Est-ce que tu crois qu'il y a une éducation là-dedans? Je prends l'exemple de passions artistiques comme le dessin, la peinture, la musique et tout. Quand tu baignes dedans dans ta famille avec tes parents qui font ça déjà, ça ouvre quand même beaucoup de portes pour te lancer là-dedans, non? Oui, alors moi, j'ai pas une famille du tout créative. Absolument pas. Ils n'ont pas du tout encouragé ce domaine-là. Moi, c'était les études. C'était l'excellence dans les études, la rigueur, à la limite même la reconnaissance, tout ça, voilà. Donc, je n'ai pas été favorisée dans le développement d'activités artistiques. Mais je pense que c'est une caractéristique de l'âme. Donc, tu peux être dans une famille non artiste et être un artiste parce que l'âme est artiste. Je pense que l'âme est artiste parce que nous sommes en fait avant tout des êtres créateurs. Et un être créateur, c'est quoi? C'est être artiste. Artiste, ça veut dire quoi? Ça veut pas dire peindre ou quoi, ça veut dire créer ta vie. Tu as un être créateur au pouvoir illimité. Donc, tu peux créer ta vie. Après, évidemment, tout le temps dans l'histoire, l'homme a créé, il a inventé le feu, il a inventé l'avion, il a inventé, je sais pas moi, le parapente. Et être artiste, ça peut être déjà rien que faire son pain à la maison. C'est ça, être artiste. Tu es artiste de ta vie, tu crées quelque chose. Ça peut être créer, jardiner dans ton jardin, en fait. Cultiver tes tomates. Voilà, c'est ça. C'est pas artiste, c'est un bien grand mot, mais en fait, c'est être artiste de sa vie. Et l'âme est créatrice, puisqu'en fait, évidemment, il y a un karma. Évidemment, il y a peut-être une destinée, mais je pense que tu peux tout créer et tu peux tout, si vraiment tu as une destinée, tu peux en faire ta destinée parce que tu es une âme créatrice. C'est à toi d'être acteur, actrice de ta vie. Donc, évidemment, et je dirais même, parfois, tu nais dans des conditions, voilà, déplorables, mais si tu es vraiment acteur, actrice de ta vie, tu peux changer les données que tu as eues à ta naissance, par exemple. Vas-y, je t'écoute à ce sujet. C'est-à-dire, moi, j'ai vu, par exemple, quand on découvre des personnalités, par exemple, qui ont vécu dans la rue et finalement, c'est devenu des grands acteurs, des grandes actrices ou des grands pianistes, tout ça. Mm. Mais au départ, la vie ne leur a pas donné ce cadeau. Ils se sont débrouillés, ils se sont démenés
pour faire de leurs rêves une réalité. Donc, je pense que tout est possible. Du moment que tu as la volonté, la persévérance, tout est possible. Tu es une âme, tu peux tout faire. Tu es une âme créatrice, donc je pense que si tu canalises, tu te reconnectes avec ton énergie divine et que tu la canalises dans le don pour lequel tu es né, tu peux tout créer. Et le pouvoir illimité de l'âme. Ça, ouais, je tiens à le souligner. L'âme a un pouvoir illimité, elle peut tout créer en fait. Bah oui, non, mais c'est extraordinaire ce que tu nous dis parce que c'est un, c'est à mon sens une bonne nouvelle et un élan de possibilités du champ des possibles et il est infini en fait. Comme tu dis, que tu aies commencé dans la rue et que tu sois pianiste ou même chanteur ou peintre ou totalement autre chose, que tu fasses un métier ultra conventionnel, Tout à fait, que tu t'en sortes et tout. Tu prouves que tu fais ce que tu veux tant que tu t'en donnes les moyens et tu manifestes ton propre avenir en fait. tout à fait. Euh, alors, je passe une fois de plus volontairement une partie du livre pour ne toujours pas spoiler les futurs lecteurs, qui, je le pense et je l'espère, seront nombreux en tout cas. J'espère aussi. Euh, J'aimerais parler du renouveau. Voilà, il y a plusieurs détails qui m'ont interpellé, notamment le papillon, il me semble qu'on en a parlé au tout début de l'enregistrement. Le papillon qui vient se poser sur la main de Jin-Un, pardon, après plusieurs annulations dans son planning du jour. Effectivement, il y a une scène dans le livre où, avec sa montre connectée, il voit deux ou trois de mémoire rendez-vous annulés. Oui, Euh, Au tout début du livre, on sent bien que c'était quelqu'un de très contrôlant, tout à fait, s'il y a quelque chose qui se passe mal, bah, ça peut vite vriller. tout à fait. Et avec toutes les leçons qu'il a apprises, justement, il dit, bon, c'est pas grave, on va laisser place à l'inconnu. Pour moi, c'est un renouveau. On voit même dans une scène avec Maître Wake où plus il avance, plus il perd des lambeaux de peau. J'ai comparé ça, moi, personnellement, à la mue d'un serpent. Tout à fait. Il change totalement. C'est impressionnant. Enfin, pour moi, c'était très, très fort comme image. Ça, c'est très, très parlant. Et j'aimerais que tu nous donnes ton point de vue dessus, s'il te plaît. Alors, déjà, sur la perte de la peau, c'est une réalité. J'ai perdu ma peau, mais voilà, D'accord. tout à fait. Et c'est une mue, et je pense que c'est comment te dire, ce sont des prises de conscience, et c'est ton ancien moi qui disparaît. Et j'ai vraiment perdu ma peau pendant plusieurs mois. Une mue, je pense que c'est aussi une élévation vibratoire. Donc, tu te défais de tout ce poids d'émotions stockées, passées, de basses vibrations, et en fait, tu te renouvelles. Parler des annulations, de son côté contrôle fric, c'est ça, un malade du contrôle. Donc, c'est mon histoire, j'étais une malade du contrôle, et la vie m'a poussée malgré moi à accepter le cours des choses et à me dire, tu ne contrôles rien. Parce que, en fait, quand tu dois avoir des leçons, moi, à un moment donné, toute ma vie, je ne contrôlais plus rien. Tous mes rendez-vous étaient annulés. Tout se passait. Je n'avais aucun contrôle sur le déroulement des choses. Et en fait, ça s'est passé exactement comme ça. J'ai eu une période où tout ce que je faisais, ben, la vie me montrait, c'est pas toi qui contrôle. C'est la vie qui contrôle, hein. La vie me montrait, ah, tu veux contrôler? Tu vas voir, tu vas voir. Et tant que tu n'as pas appris la leçon, on va te remettre encore des annulations, des contretemps, des obstacles et tout ça. Et tant que j'avais pas lâché prise et de me dire, non, tu contrôles pas, non, c'est pas grave, non, 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 que je m'entêtais, la vie me reproposait la leçon. Et donc, ce papillon, ben, en fait, ce papillon, c'est encore une métaphore, oui, de transformation, de renouveau, de métamorphose aussi. Le papillon, voilà, c'est une métamorphose. Voilà, après, c'est des petits éléments magiques que j'ai glissés dans mon texte parce que, voilà, ça me caractérise. Et aussi parce que c'est symbolique, il y a plusieurs éléments dans le texte. Si tu vois, il y a la lanterne, enfin, il y a beaucoup d'éléments, voilà. Il y a le cerf qui passe, l'ange, enfin, voilà. Mais c'est très bien ce que tu dis. Enfin, c'est très profond parce que oui, oui, la vie, de toute façon,
te fera toujours comprendre que tant que tu n'as pas compris la leçon, Ouais, bah, elle va revenir et de plus en plus fort. tout à fait. Parce que il y en a certains, ça rentre tout seul et tout, puis il y en a d'autres, bah, faut prendre un marteau en burin, Ah oui, ça va te rentrer dans le crâne, mon grand, et puis de toute façon, c'est pas toi qui décide, c'est moi. exact. Et enfin, c'est moi, c'est la vie. Ouais, Et tu peux rien y faire, c'est plus fort que tout, de toute façon. c'est ça. Et il y a quelque chose aussi qui m'a marqué, tu nous parles de son environnement de quartier, alors les voisins turbulents qui déménagent, et d'autres plus calmes, des artistes qui s'installent comme si sa vibration attirait ces gens-là. Tout à fait, c'est tout à fait ça. En fait, quand tu changes, quand tu élèves ta vibration, ton entourage change. Et moi, je l'ai vu. Et en fait, si tu veux, mon changement s'est fait tellement rapidement, les gens n'avaient pas le temps de rentrer dans ma vie qui sortaient d'eux-mêmes ou qui s'éloignaient. Ils s'éloignaient, par exemple, à cause d'un déménagement, circonstances pragmatiques, en fait. C'est pas moi qui les éloignais, ils sortaient d'eux-mêmes de ma vie. Ça. Et en fait, ta vibration attire des gens au même niveau vibratoire, je dirais. Et ta vie, en fait, est le reflet de ton niveau vibratoire. Donc, je te dis, j'ai fait un gros, gros travail, en fait, sur moi, qui a été poussé à son extrême parce que, bon, j'aurais dû prendre un peu plus de temps, donc ça a été très douloureux. À chaque fois que tu apprends une leçon, tu changes de vibration. Et ça a été tellement rapide, ça a été douloureux physiquement, donc par la mue de la peau, et ça a été douloureux aussi concret, car l'entourage que je fréquentais n'a pas arrêté là depuis 2 ans de changer. Les gens, ils restent pas, ils viennent. Moi, je change. Dès que tu changes, les gens s'éloignent en fait. Et c'est très flagrant en fait. Parce qu'en fait, je pense que toutes nos relations, nos connexions se font selon le niveau vibratoire en fait. Si tu t'accordes, Oui, oui, voilà, si tu t'accordes, ça va. Et même, j'irais jusqu'à dire que les relations que j'avais avec mes proches ne sont plus du tout les mêmes. Il y a une distance monumentale avec certains proches. Parce que ça, c'est l'éveil spirituel. Quand tu t'éveilles spirituel et que tes proches ne s'éveillent pas spirituellement, c'est comme si tu parlais deux langages différents. Tu n'es plus du tout sur la même longueur d'onde. Et c'est vraiment une question de fréquence vibratoire. Et donc, moi, je n'ai même plus la même affinité avec certains proches. Déjà, quand je les vois, je ne sais même plus, on n'a plus de centre d'intérêt, en fait. Parce que oui. quand tu es dans cet éveil spirituel, tu as des sujets de prédilection qui sont profonds. Tu aimes aborder des choses métaphysiques, des choses spirituelles, des vérités spirituelles, alors que la majorité des gens, ils sont dans le matériel, dans la vie quotidienne, dans la vie de tous les jours. Et toi, ça t'intéresse même plus. Certaines personnes vont être, par exemple, dans les ragots ou dans les informations télévisées. Moi, ça ne m'intéresse même plus parce que c'est plus mon niveau vibratoire. Je suis plus dans la peur. Ah, tu vois ce qui s'est passé, tu vois ce qui s'est passé. Moi, ça m'intéresse plus. Donc, il y a un vrai décalage avec les proches et c'est compliqué, c'est douloureux, c'est surprenant. Tu te dis, mais je vais perdre tous mes proches en fait. Parce que moi, j'ai fait le travail, eux ne l'ont pas encore fait. Et donc, il y a un décalage. Donc, et quand tu essayes de leur faire comprendre où tu en es ou de leur faire comprendre ce que tu as compris, c'est impossible et il faut pas le faire en fait. Il faut pas le faire. C'est impossible parce que ils ne peuvent comprendre qu'en fonction de leur niveau de conscience. Et tu ne peux pas les faire évoluer s'ils ne le veulent pas, si leur âme n'est pas prête. Voilà, tu peux pas les faire évoluer malgré eux. Moi, pendant longtemps, j'ai essayé de faire comprendre à mes proches ce que j'avais vécu, voilà, et les leçons que j'avais apprises. C'est comme s'ils étaient absolument fermés. Parce que tant que l'âme n'est pas prête à entendre certaines choses, elle va bloquer. Et ça, je l'ai expérimenté en hypnose quand un consultant est venu me voir. Pour lui, il était prêt. On a essayé de faire l'hypnose. Son âme a dit non, il n'a pas eu accès à l'hypnose. Si ton âme n'est pas prête, ton âme fermera l'accès à l'hypnose. Et pour en revenir aussi sur moi, quand j'ai fait ma formation d'hypnose médicale, j'avais rencontré des collègues, on n'était que des infirmières, qui m'avaient parlé de l'hypnose spirituelle. Ah, tu as déjà tenté, tu as déjà été voir tes vies antérieures.
Je dis, ah non, 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 moi j'ai peur. Je n'étais pas prête. Et c'est quand seulement j'étais prête que j'ai tenté une séance d'hypnose spirituelle. Et dans ma pratique en hypnose spirituelle, de toute façon, tu n'auras les réponses à tes questions qu'en fonction de ce que ton âme est prête à recevoir. Oui, oui, pour pas traumatiser et Voilà, faire des non, nouveaux si, traumas, en fait. de toute façon, elle te donnera ce que tu es. Parce que sinon, il risque d'avoir une fragmentation de ton état mental, une dépersonnalisation. Tu ne reçois que les informations que ton âme est prête à recevoir. Et je pense aussi, c'est pareil, dans la vie, tu ne reçois les leçons, les apprentissages qu'en fonction de ton évolution et en fonction de ce que ton âme est prête à recevoir. C'est pareil aussi dans la guérison, de ce que j'en ai compris. Moi, ma guérison, en fait, je vais l'expliquer comme un oignon. Alors, au fur et à mesure, tu enlèves les premières couches de la peau d'un oignon. Elles sont fines, elles sont fines. Au début, c'est facile. Et plus tu vas vers le noyau, vers le cœur, là, ça devient de plus en plus difficile. Et parfois, tu reviens sur certaines blessures pour comprendre encore plus des niveaux de compréhension, pour en faire encore plus de guérison. Donc, en fait, par exemple, la guérison, là aussi, c'est en fonction de ton niveau, de ce que ton état psychique peut contenir. J'ai guéri un énorme traumatisme qui était là depuis 30 ans. Pendant 30 ans, il ne s'était jamais manifesté. Je l'avais complètement oublié, un vrai déni. Il s'est remis, il a ressurgi à ma conscience quand j'étais prête à le surmonter. Sinon, il reste dans un pan de ta conscience, dans ton inconscient. Et tant que ton inconscient pense que tu n'as pas les ressources nécessaires pour aller gérer le traumatisme restera caché. Et quand, en fait, j'ai pris un peu de galon dans ma guérison, que j'ai pris de la persévérance, que j'ai guéri beaucoup plus de couches de l'oignon, je suis rentrée dans le cœur du problème, du traumatisme. Et je pense que c'est comme ça pour toutes les guérisons. Au début, tu vas guérir des thèmes un peu superficiels, faciles. Et plus tu rentres dans ton cœur de guérison, là, c'est comme de la musculation, maintenant tu es fort, tu peux aller au cœur du problème et guérir des choses beaucoup plus profondes, beaucoup plus douloureuses. C'est magnifique parce que c'est encore une fois un élan d'espoir qui te dit, t'inquiète pas, chaque problème va se réaliser, enfin, chaque problème va se résoudre, pardon, au fur et à mesure de ton avancée et encore une fois, tout va bien se passer, quoi. C'est la magie de l'univers et sa vibration. Ça te permet, c'est un garde-fou qui se dit non, non, là, t'es pas prêt à affronter cette épreuve-là. Si je te l'envoie maintenant, tu vas vriller totalement C'est et ça. ça va te replonger encore plus profond. Donc, chaque chose en son temps et tout ira pour le mieux. Ouais. C'est ça, c'est encore une leçon de l'univers, une leçon d'humilité qu'en fait, voilà, nous on contrôle rien et l'âme t'envoie ce que tu dois apprendre au bon moment. Et en fait, c'est pour ça que tu ne peux pas aller, et je le comprends de plus en plus, tu ne peux pas essayer d'aller éveiller les gens si leur âme n'est pas prête. C'est leur âme qui va décider qui s'éveilleront à l'instant T. Comment, par quelle leçon, mais toi, tu ne peux pas prétendre dire, ah, moi, je vais t'éveiller. Non, non, là, il faut pas. Moi, je vois, je suis toujours partant pour parler de tous ces sujets-là. Au contraire, c'est une véritable passion. Mais c'est jamais moi qui vais lancer le sujet parce que, effectivement, je veux pas forcer et je veux pas avancer trop vite dans ces sujets parce que même moi, je ne contrôle absolument que 0,009% de tout ce que j'ai pu lire. C'est vraiment infime. Mais ça sert à rien de forcer les gens, en fait. Comme tu dis, s'ils sont pas prêts, ils sont pas prêts. Ils viendront, en fait, ils viendront d'eux-mêmes vers toi avec, encore une fois, la vibration. Euh, Ils vont attirer les gens qui ont les informations. Ils vont attirer, je pense que, bah, pour donner un exemple très concret, euh, l'univers a fait que bah, tu m'as parlé de ton livre, que tu me l'as envoyé et que il fallait le lire à ce moment-là. Et c'est clair. En fait, pour moi, c'est limpide, tout ce qui est écrit dedans. C'est, ça coule de source, en fait.
pour revenir à cette problématique de vouloir éveiller les gens, en fait, moi, je vais te dire, moi, j'ai compris, en fait, j'ai pas compris, mon âme m'a fait comprendre certaines leçons. J'ai un niveau de conscience qui est ce qu'il est, qui ne demande qu'à évoluer, puisque j'ai encore 40 ans de vie. Donc, et je ne prétends pas à détenir la vérité, absolument pas. C'est ma vérité, en fait. Et donc, c'est mon niveau de compréhension. Juste pour te dire, moi, je suis donc quelqu'un de très spirituel, très hypnotique. Je suis tout le temps en hypnose parce que, en fait, c'est ma particularité et c'est un de mes dons. J'avais fait une lecture des vies antérieures et en fait, il s'est révélé que pendant 17 vies, j'ai été chamane. C'est ma particularité. Et donc, comme je suis très spirituelle, moi, je ne partage pas mon côté spirituel avec les gens que je côtoie, en fait. Je ne le partage pas parce que voilà, les gens que je côtoie, les gens de tous les jours, je vais pas aller leur dire, ouais, vous savez, il y a ça, vous êtes spirituel, leur donner des leçons. Non, je suis comme tout le monde, en fait. Je suis pas dans le trip spirituel et si tu veux, de propagande, d'attirer les gens vers le spirituel. Je suis comme tout le monde. Après, c'est pas un secret, mais c'est mon intimité en fait. Et c'est aussi une façon de ne pas vouloir imposer mon point de vue, qu'il est ce qu'il est, aux autres. Donc, je m'adapte aux gens que je côtoie, aux gens de tous les jours, qui sont des gens qui n'ont pas le niveau de conscience que j'ai. Je m'adapte à eux, mais j'essaye pas de faire de la propagande ou quoi que ce soit, en fait, spirituel. En fait, j'ai plus rien à rajouter parce que c'est clair et net, en fait. Comme tu dis, les gens vont venir à toi, bah, comme la question, ton environnement change, en fait. Ceux qui sont vraiment intéressés vont venir d'eux-mêmes vers toi. Ah, mais c'est clair. Et puis même, j'irais Mm. jusqu'à te dire que la vie, et les personnes qui sont pas bonnes pour toi, la vie va les éjecter. Oui, c'est ça. C'est l'univers qui te félicite. Pour moi, c'est l'univers qui te félicite en disant, ouais, félicitations, les vibrations évoluent. Euh, on éloigne de toi les gens dont la Oui, vibration est plus basse parce qu'ils ils ont plus rien à t'apporter et on va t'envoyer au contraire des gens euh, qui ont la même vibration que oui, tout toi, à voire fait, un peu plus élevée, pour pouvoir tout à continuer de fait. t'aider à évoluer. Et moi, en fait, tous les gens j'ai rencontrés, après, tu vois, j'ai un recul sur mon passé, sur ma vie, sur mon histoire. Tous les gens que j'ai rencontrés ont été des guides. Et j'ai fait de l'hypnose pour moi-même, l'hypnose spirituelle, j'ai demandé quels sont mes guides. Ils m'ont dit, tu n'as pas besoin de le savoir, enfin, c'est de la curiosité mal placée. Tu as des guides terrestres et des guides spirituels. Et tous les gens qui ont été placés à un moment donné sur mon chemin ont été des guides. Et pour t'expliquer plus précisément, il y a un peu plus de 8 ans, j'avais rencontré sur les réseaux, comme ça, sur un forum, Isabelle Serre. Et elle m'avait fait plusieurs soins énergétiques, plusieurs lectures des vies antérieures. Et moi, c'est que des synchronicités. Tous les thérapeutes que j'ai rencontrés étaient sur les réseaux. Et je vais te dire, c'est un peu dangereux, quoi. Moi, j'y vais. Tu les connais pas, je la connaissais pas. J'ai bénéficié de plusieurs soins, plusieurs lectures antérieures. Tu peux te dire, ouais, c'est des charlatans, tout ça. Et Isabelle Serre, c'était pas la grande star du tout qu'elle est maintenant. Elle était sur un petit forum, elle enfilait des perles. Et elle m'a fait donc ces lectures de vie antérieure. Et au début, tu sais, quand tu as des lectures de vie antérieure, moi, je cherchais pas à connaître mes vies antérieures, je cherchais un soin énergétique. Et j'avais même pas lu qu'il y avait la lecture des vies antérieures. Elle m'a fait des lectures de vie antérieure. Et dans ces vies antérieures, il s'est révélé que j'avais été chamane. J'étais pas du tout, à cette époque, j'étais pas du tout intéressée par l'hypnose. Et tu vois, on te fait une lecture de vie antérieure, tu as le papier, mais tu percutes pas. Tu lis, mais ça rentre pas dans ton âme. 4 ans après, j'ai arrêté mon métier d'infirmière. J'ai fait un bilan de compétences. Dans le bilan de compétences, il s'est révélé les métiers donc liés au bien-être. Qu'est-ce que j'ai choisi? Hypnose. Mais moi, j'avais complètement oublié ce qu'elle m'avait dit. Et Mm. c'est que maintenant, donc 8 ans après, je dis, tiens, je vais reprendre le truc. Ah ouais, t'étais chamane pendant 17 ans.
Elle m'avait dit que dans une vie antérieure, j'avais rien dit, hein, j'avais donné mon prénom et ma date de naissance. Elle m'avait dit aussi que j'avais été une vie infirmière. Cette vie, j'ai été infirmière. Et en fait, tu vois, comme si ton âme n'est pas prête à recevoir les informations, elle n'en prendra pas compte. Moi, elle m'avait fait cette lecture de vie antérieure. J'étais pas prête du tout à me reconvertir et ni à choisir l'hypnose. Et j'avais même pas vu, ouais, ah, c'est bien, j'étais chaman. Ça s'est rentré dans une oreille, c'était sorti. Et c'est que maintenant que j'ai le recul suffisant de voir, ah ouais, et de faire la correspondance et la résonance. Bah oui, il n'y a pas de hasard en fait dans ce que tu es dans cette vie et dans ce qu'est véritablement ton âme. Ton âme, elle a stocké l'information, elle l'a cloîtrée, et elle s'est dit, ah, t'inquiète pas, ça te resservira dans 8 ans, ma grande. Je te le ressortirai le moment venu. Ça montre vraiment bien que tu ne peux pas être différent de la vérité de ton âme, de l'authenticité de ton âme. Si par exemple, en fait, je pense que ce sont des compétences que j'ai acquises dans d'autres vies terrestres et peut-être vies spirituelles aussi. Et ces compétences-là ressortent dans cette vie-là. Tu ne peux pas être différent. C'est ça, être aligné. Il faut être aligné avec son âme. Moi, pendant 15 ans, bon, j'étais infirmière, mais apparemment, j'étais pas tout à fait alignée. Là, je pense être aligné avec son âme, c'est se reconnecter aux dons initiaux de son âme. L'hypnose, apparemment, de ce que j'en ai compris pour mon histoire, c'est quelque chose que j'ai maîtrisé pendant plusieurs vies terrestres et peut-être vie spirituelle. C'est un don que j'ai. Chaque âme a ses compétences et ses capacités particulières. Même au niveau capacité spirituelle, je vais te dire. Certaines âmes vont être plutôt plus elles vont être très très fortes en énergétique. Certaines âmes vont être très très fortes en hypnose, en mentalisme. Certaines âmes vont être plutôt très très fortes dans le corps, dans tout ce qui est gestion corporelle, guérison corporelle, manipulation corporelle. Enfin, voilà. Et je pense que être aligné, c'est ça, se reconnecter, retrouver les dons initiaux de son âme. Et on n'en a pas qu'un, on en a plusieurs. Mais voilà, et en fait, je pense que je ne pouvais pas être autre chose que hypnothérapeute, apparemment. Apparemment. Oui, c'était inscrit sur ton chemin de vie, ta programmation prénatale. Mais ouais, C'est un sujet hyper passionnant, Pamela. On pourra en discuter pendant des heures et des oui. heures. Si je m'écoutais, ce podcast durait 3, 4, 5 heures, ce serait pas un problème. Mais pour finir cette interview, il me reste mes deux questions rituelles. Et la première, c'est as-tu un message ou un conseil à communiquer? Le message, l'importance de la guérison pour tout le monde. Donc moi, en fait, j'ai eu un passé compliqué. Mais je pense qu'il est important de guérir, de prendre conscience de ces blessures, et notamment des blessures d'âme, donc les blessures d'âme comme on les connaît, pour se défaire de tous ces comportements un peu dysfonctionnels, de ces masques, trouver véritablement l'authenticité de son âme. Donc pour moi, l'âme, c'est l'enfant intérieur, et l'enfant intérieur est donc sa nature véritable. Aussi l'importance de se défaire de tous les conditionnements qu'on a hérités, les conditionnements sociaux, sociétaux, religieux, culturels, éducatifs, enfin tout ça, pour encore une fois retrouver qui on est, redécouvrir qui on est sans toutes ces blessures, tous ces masques, tous ces comportements qui ne sont pas nous, qu'on a adoptés uniquement pour survivre et pour être aimé, et sans tous ces conditionnements, en fait. Redeviens qui tu es avant que le monde ne t'ait dicté qui tu devais être. Ça devient le cœur de l'oignon, ça ira bien. C'est ça, tout à fait. Et ma deuxième question, c'est est-ce que tu as une recommandation culturelle, un livre, film, un documentaire ou quelqu'un que tu aimerais mettre en avant en glissant un petit mot ici? Euh, Culturel. J'ai un livre, mais ça ne sera pas pour tout le monde. C'est un livre assez compliqué. Même moi, je suis en train de le relire. J'irai Les trois vagues de volontaires de Dolores Cannon. Après, voilà. Pour toi, je pense que c'est tranquille.
Parce que ça aussi, c'est un livre, ça dépend du niveau de conscience. Moi, j'ai voulu le conseiller à ma mère, mais je ne sais pas si ça va le faire, si ça va cliquer, si elle est à ce niveau-là, quoi. Parce qu'il y a il y a des vérités dedans. Moi, je suis en train de le relire aussi. Je me dis, waouh, ah ouais, il faut les comprendre, les digérer, les accepter. Et parfois, on n'a pas ce niveau de conscience-là. Par exemple, elle te parle des extraterrestres et que l'humain n'est pas encore à ce niveau de conscience et n'est pas prêt à avoir ce niveau de conscience-là. Et quand nous serons prêts, D'accord. on les verra. Donc après, c'est un livre, voilà, c'est un livre voilà, complexe qui n'est pas pour tout le monde encore une fois. Donc voilà. Après, une recommandation pour ceux qui veulent se former à l'hypnose spirituelle régressive, il y a Christelle Samin. Christelle Samet, ça a été ma formatrice. Vous pouvez la contacter. Seulement, elle a déménagé, elle a émigré au Japon. Donc, vous voyez avec elle si elle peut vous former ou pas. Voilà. Elle est accessible sur Instagram Instagram. Instagram, elle a ou un autre site chose? internet Insta. aussi. Instagram, un site internet. Bah, écoute, je te remercie beaucoup pour ces deux recommandations et j'aimerais te laisser un petit temps pour ton actualité si tu en as une. Ben, mon actualité, eh ben, déjà, bon, mon livre là qui vient de sortir, La mort a disparu, qui est sorti sur Amazon, qui est disponible en version e-book et broché. C'est la plus grosse actualité. La mise en avant, la vente, surtout plus que la vente qu'autre chose, j'aimerais qu'il puisse aider beaucoup de gens en fait. Si je l'ai écrit, j'aimerais qu'il puisse aider des gens qui se posent des questions métaphysiques sur la sens de la vie, qui cherchent des réponses, qui sont en transformation personnelle, qui puissent être un objet d'éveil, positivité, d'espoir. Voilà, voilà. C'est aussi un livre qui se complète parfaitement avec ma pratique, puisque mon nom de marque, c'est Hypnose et stratégie créative. Je ne le savais pas. Ma stratégie créative, c'est le livre, c'est ça. Et c'est pour montrer aux autres qu'on est aussi créateur, qu'on peut tout créer et qu'on peut guérir aussi par la création, qu'on peut transmuter ses blessures par un acte créatif, quel qu'il soit. La danse, le théâtre, l'écriture, la poterie. Ça aussi, ça illustre bien, c'est un complément de ma pratique qui est l'hypnose spirituelle en fait, pour mes futurs consultants. D'accord. Et toi, tu es sur... bon, nous, on s'est connus via Instagram. Est-ce que tu as d'autres réseaux que je pourrais partager ou pas? Alors j'ai Facebook, voilà, j'ai pas encore de site internet, je suis en train de le faire. Et sinon, des informations sur Rezalib. Pour prendre rendez-vous, voilà, ils me contactent sur Rezalib. Ok. Ouais. On va laisser les gens te contacter directement sur Insta, Facebook et tous les réseaux dont tu es déjà dispo. Peut-être pourquoi pas si un jour tu as la chance d'avoir un site, je pourrais le repartager sur Instagram C'est aussi. gentil. Et puis voilà. Donc Pamela, il ne me reste plus qu'à te remercier du fond du cœur pour cet échange très inspirant et très motivant. C'était un super moment. Donc, je remercie tous les auditeurs. Encore une fois, je commence à prendre l'habitude de le dire maintenant, mais s'il vous plaît, si vous pouvez repartager, commenter et partager à vos amis, mettre en story, noter 5 étoiles pour ce podcast, ça aide énormément pour refaire monter aux oreilles des autres et puis partager un maximum mes lectures positives. Donc encore une fois, merci du fond du cœur, Pamela. Merci aux auditeurs d'avoir été jusque-là. Et puis à très bientôt pour un prochain épisode. Merci.